Mon quart à la station météorologique a commencé le 27 janvier 2024. L'avion m'a déposé à Cambridge Bay, d'où un hélicoptère m'a transporté à travers la étendue glacée jusqu'à la station numéro 7. L'hélicoptère était reparti, me laissant seul avec le vent et l'obscurité de la nuit polaire, qui dure ici jusqu'à la mi-mars. La station était un bloc métallique massif posé sur des pieux enfoncés profondément dans le pergélisol. 4 modules d'habitation étaient reliés par des passerelles au compartiment de travail principal. Un technicien nommé Leonard Hawke, qui terminait son quart de 6 mois, m'a transféré les affaires. Il avait des cernes sous les yeux, un tic nerveux à la paupière droite et les mains qui tremblaient lorsqu'il tenait une tasse de café. Léonard m'a montré la salle radio où se trouvait du matériel datant des années 70. Les appareils militaires canadiens fonctionnaient toujours sans faille, même si leur boîtier métallique était l'un et recouvert de rouille due à l'air salin. Il m'a expliqué qu'il fallait relever les données météorologiques toutes les 6 heures et les transmettre à Yellowknife par un canal sécurisé. Une routine. J'étais habitué à la routine. Léonard a terminé sa formation dans la soirée. Il a dit qu'un hélicoptère viendrait le chercher le lendemain matin. Nous étions assis dans la salle commune et buvions du café soluble. Léonard regardait l'obscurité par la fenêtre. Il m'a dit que c'était très calme ici, trop calme pour un endroit comme celui-ci. Puis, il a ajouté que je ne devais pas allumer le vieux récepteur à ondes courtes sur une fréquence supérieure à 30 MHz. Je lui ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu tout de suite, il a simplement secoué la tête et regardé sa tasse. Puis, il a dit qu'il n'y avait que des parasites et des interférences, que cela ne valait pas la peine de perdre son temps. Le matin, Léonard est parti. Je suis resté seul pendant 180 jours. Les 3 premiers jours se sont déroulés sans incident. J'ai relevé la température, la pression et la vitesse du vent. J'ai transmis les données à Yellowknife toutes les 6 heures. J'ai lu les livres que j'avais emportés. La nuit, le vent hurlait tellement fort qu'on aurait dit que quelqu'un grattait les parois métalliques avec des clous rouillés. Je savais que ce n'était que le vent. L'Arctique regorge de sons étranges. La 4e nuit, je n'arrivais pas à dormir. La nuit polaire perturbait mes rythmes circadiens et mon corps ne savait plus quand il fallait se reposer. Je me suis levé à 2 heures du matin, je me suis approché de la salle radio et j'ai allumé la bouillière électrique. Pendant que l'eau bouillait, j'ai jeté un œil au récepteur. C'était le même vieux poste à ondes courtes dont Léonard m'avait parlé. Un récepteur à lampe encombrant avec une échelle de fréquence en plastique jauni. J'ai tourné le bouton de réglage. Le haut-parleur a émis un sifflement blanc. Au début, je ne distinguais rien d'autre que des parasites. Mais ensuite, à la fréquence 32,4 MHz, j'entendis une série de signaux courts et longs. L'alphabet morse, 3 courts, 3 longs, 3 courts. SOS, le signal international de détresse. Je me suis figé, la tasse à la main. Le signal se répétait à intervalles réguliers avec une précision mécanique, comme un métronome. J'ai attrapé un bloc-notes et j'ai commencé à déchiffrer. Après la série de SOS, il y avait une longue séquence de chiffres, des coordonnées. Je les ai toutes notées. 71 degrés, 42 minutes de latitude nord. 110 degrés, 31 minutes de longitude ouest. J'ai déployé la carte de navigation accrochée au mur. Ce point se trouvait à 240 km au nord de la station. Une toundra déserte, un pergélisol éternel, aucune localité ni station. J'ai réglé la fréquence sur le canal de communication principal et j'ai essayé de contacter Yellowknife. J'ai signalé le signal au répartiteur Ronald McGregor. Ronald m'a répondu qu'il allait vérifier les bases de données de la garde côtière et de l'armée et qu'il me rappellerait dans 1 heure. J'ai attendu 2 heures.
Finalement, la radio s'est réveillée. Ronald m'a dit qu'il n'y avait aucune station, aucun navire, aucune expédition, ni aucune installation militaire enregistrée dans la zone indiquée. Il m'a conseillé d'oublier tout cela et de me concentrer sur les observations météorologiques. Les anciens équipements captent parfois des signaux réfléchis par les satellites, mais je ne pouvais pas oublier. La nuit suivante, j'ai de nouveau allumé le récepteur sur la même fréquence. Le signal s'était répété. SOS, puis les coordonnées. Je les ai notées dans mon carnet. 71 degrés, 39 minutes de latitude nord. 110 degrés, 28 minutes de longitude ouest. De nouvelles coordonnées. Je les ai comparées aux précédentes. Le point s'était déplacé de 5 km et demi vers le sud, plus près de la station. J'avais la chair de poule, même s'il faisait 22 degrés dans la salle radio. J'ai réessayé de contacter Yellowknife. Cette fois, Ronald était moins patient. Il m'a dit que les anciens équipements captèrent parfois des ondes radio réfléchies par l'ionosphère. Ce phénomène s'appelle la propagation ionosphérique anormale. Il m'a dit que je ne devais pas perdre mon temps avec ces bêtises et que je devais me concentrer sur les observations météorologiques. J'ai posé le micro, mais ma curiosité ne m'a pas quitté. J'ai décidé d'essayer de répondre au signal. La troisième nuit, j'ai réglé l'émetteur sur la fréquence 32,4 MHz et j'ai appuyé sur le bouton d'émission. J'ai prononcé le message d'identification standard. Station météo numéro 7, Cambridge Bay, indicatif Victor Alpha Sept 0, en ligne. Identification de la source du signal requise. J'ai relâché le bouton. Des parasites ont envahi la cabine radio. J'ai attendu. 1 minute s'est écoulée dans le silence, puis 2. Je commençais déjà à penser qu'il ne se passerait rien quand le haut-parleur a émis un son déformé. J'ai d'abord entendu un bruit semblable à une respiration lourde à travers un tissu, rauque et humide. Puis une voix, ma voix. Il a prononcé 3 mots. « Aidez-moi, s'il vous plaît ». L'intonation était la mienne, le timbre était le mien, même la légère enrouement qui apparaît quand je ne bois pas d'eau pendant longtemps. Mais je n'avais pas dit cela. Je restais silencieux et gardais mon doigt sur le bouton de réception. J'ai éteint le récepteur avec des mains tremblantes. Je suis sorti de la cabine radio et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé dans l'obscurité de ma cabine et j'écoutais le hurlement du vent. Mais maintenant, je distinguais autre chose dans ce hurlement. Un rythme, presque semblable à des mots que quelqu'un essayait de crier à travers la tempête. La 4e nuit, j'ai remis le récepteur en marche. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le signal SOS continuait à la même fréquence. Les coordonnées s'étaient déplacées de 6 km plus au sud. La source s'approchait à une vitesse constante. J'ai fait le calcul sur ma calculatrice. Si le mouvement se poursuivait à la même vitesse, environ 6 km par nuit, la source atteindrait la station dans 38 jours. Le 10 mars 2024, j'ai essayé de rationaliser ce qui se passait. Peut-être s'agissait-il d'un système automatique dans une station scientifique abandonnée, dérivant sur un bloc de glace. Peut-être que la voix était un fragment d'une vieille émission de radio qui coïncidait par hasard avec mon timbre. J'ai essayé de me convaincre par des explications logiques. La 5e nuit, j'ai décidé de faire une expérience. J'ai enregistré ma voix sur un vieux magnétophone que j'ai trouvé dans un tiroir du compartiment technique. J'ai prononcé clairement les 3 mêmes mots dans le microphone. « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Puis je me suis reconnecté à la fréquence 32,4 MHz et j'ai transmis un nouveau message. Station météo numéro 7. Identification immédiate de la source du signal requise. Qui êtes-vous? La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. C'était à nouveau ma voix, mais cette fois-ci, elle disait autre chose. Je suis à la station numéro 7. J'ai très froid ici. Pourquoi ne me répondez-vous pas? Pourquoi m'ignorez-vous?
J'ai allumé le magnétophone et écouté l'enregistrement de ma voix. La voix sur la bande sonnait différemment, plus plate, sans émotion, mécanique. La voix qui sortait du récepteur était vivante. Elle exprimait la panique, la peur, le désespoir. Elle savait que j'écoutais. J'ai éteint le récepteur et bloqué la porte de la salle radio avec un lourd verrou métallique. Je décidai de ne plus jamais l'allumer. Mais la curiosité agit comme un poison qui empoisonne lentement l'esprit. La 6e nuit, je ne résistais pas. J'ouvris la porte, allumai la radio et réglai la fréquence. Le signal continuait. Les coordonnées s'étaient déplacées de 6 km vers le sud. Je pris le micro et posai une question directe. « Qui êtes-vous vraiment? Donnez-moi votre nom. » La réponse est venue instantanément, sans délai. « Je suis toi, Thomas Vincent Crowley, du futur, le 16 mars 2024, 02h47. Tu mourras dans 48 jours si tu ne pars pas d'ici. » Je regardai le calendrier accroché au mur de la salle radio. Nous étions le 28 janvier. Le 16 mars était dans 47 jours. Mon nom complet était bien Thomas Vincent Crowley. Je ne l'avais dit à personne ici. Sur les documents, j'avais simplement indiqué Thomas Crowley. Je demandais comment cela était possible. La voix a répondu que la station disposait d'un équipement, un ancien équipement militaire issu d'un projet qui avait été abandonné en 1987. L'armée canadienne avait expérimenté la communication à ondes courtes via un champ magnétique. L'équipement crée une boucle temporelle reliant certains moments. Le signal ne vient pas du nord à travers l'espace, il vient du futur à travers le temps. Je n'y croyais pas. J'ai demandé comment je pouvais vérifier cela. La voix m'a dit d'ouvrir le journal de service de l'ancien technicien Leonard Hawke, de vérifier l'entrée du 18 novembre de l'année dernière. J'ai trouvé le journal dans une armoire métallique près de la salle radio. J'ai ouvert la page souhaitée. Léonard avait écrit « La nuit, j'ai entendu un signal étrange et répétitif à une fréquence d'environ 32 MHz. Je ne peux pas expliquer la source. Les coordonnées indiquent le mouvement d'un objet du nord vers la station. J'ai décidé de ne pas en informer Yellowknife afin de ne pas créer de panique et de questions. Probablement une anomalie ionosphérique. J'ai été pris de nausées à cause de la peur. Je suis retourné dans la salle radio et j'ai demandé d'une voix tremblante ce que je devais faire. La voix venue du futur m'a répondu que je devais quitter la station avant que la source n'arrive ici, avant le 10 mars. Mais je ne pouvais pas simplement partir. Le prochain hélicoptère prévu n'arriverait que dans 153 jours, à la fin du mois de juin. La voix m'a dit qu'il y avait une radio satellite de secours dans le module de stockage numéro 3. Sa portée s'étendait jusqu'à Cambridge Bay, à 320 km. Je pouvais appeler un hélicoptère de sauvetage en cas d'urgence. J'ai demandé ce qui se passerait si je restais ici. La voix n'a pas répondu tout de suite. Seuls des grésillements ont rempli le haut-parleur pendant 1 minute. Puis elle a dit lentement « Tu la rencontreras, la femme de glace. Elle viendra te chercher chaque nuit, comme elle est venue me chercher. Comme elle est venue chercher Léonard. Comme elle est venue chercher tous ceux qui ont travaillé ici plus d'1 mois. » La 7e nuit, j'ai vérifié les coordonnées une fois de plus. La source se trouvait à 202 km de la station. Chaque nuit, elle se rapprochait de 5 à 6 km. J'ai trouvé une radio satellite d'urgence dans l'entrepôt numéro 3, sous une bâche. Les batteries ont été complètement chargées. J'ai essayé de contacter les services d'urgence de Cambridge Bay. À l'autre bout du fil, un répartiteur du nom de James Collins a répondu. Je lui ai expliqué la situation de la manière la plus rationnelle possible. Le signal étrange, les coordonnées, la voix. James est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il m'a dit que les conditions météorologiques ne permettaient pas d'envoyer un hélicoptère avant 3 semaines. Une tempête de neige approchait du nord-ouest
et allait recouvrir toute la région. Je lui ai demandé s'il pouvait faire une exception pour une évacuation d'urgence. Il a refusé. Le protocole ne permet pas de mettre en danger l'équipage sans menace directe pour la vie. Un signal radio étrange n'est pas considéré comme une raison suffisante. Je suis retourné dans la salle radio et j'ai allumé le récepteur avec un sentiment de lourdeur. Ma voix venue du futur m'a dit qu'il restait très peu de temps. Elle se déplace plus vite que je ne le pensais au départ. Sa vitesse augmente chaque nuit. J'ai demandé qui elle était. La voix m'a donné des explications détaillées. En 1976, des expériences secrètes ont été menées ici. Un projet militaire canadien visant à étudier les communications à ondes courtes dans les hautes latitudes. Le champ magnétique terrestre dans les régions arctiques crée des conditions propices à des effets radioélectriques inhabituels. Les scientifiques ont tenté d'utiliser ce phénomène pour communiquer sur de longues distances sans satellite. L'expérience a échoué de manière catastrophique, ou semblait avoir échoué. Ils ont découvert quelque chose d'étrange, quelque chose qui existe entre des points temporels. Cela s'est infiltré dans l'équipement via le champ électromagnétique. Cela a commencé à traquer le personnel. La première victime était un technicien nommé Robert Mackenzie. Il a été retrouvé gelé à 3 km de la station en février 1978. La version officielle était une crise cardiaque et une hypothermie. Mais dans son journal, il avait noté qu'une voix l'appelait par son nom chaque nuit. Il avait également mentionné l'ombre d'une femme qui se déplaçait contre le vent et apparaissait aux fenêtres. Le projet a été abandonné en 1987 après 4 décès. L'équipement a été scellé dans le sous-sol technique. Mais la communication à travers le temps est restée active. Chaque technicien qui travaille ici depuis plus de 3 semaines commence à entendre le signal. Certains partent à temps lors de l'évacuation d'urgence. D'autres restent et essaient de comprendre. On les retrouve morts ou on ne les retrouve jamais. La 8e nuit, les coordonnées indiquaient que la source se trouvait à 190 km. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté assis dans la salle radio et j'ai écouté ma voix venue du futur. Elle me racontait des détails de ma propre vie que je n'avais jamais révélés à personne. Le nom de mon premier chien, Rex. La cicatrice sur mon avant-bras gauche, causée par une brûlure à l'eau bouillante quand j'avais 8 ans. Le nom de la fille, Emily Harper, avec qui je suis sorti il y a 2 ans. C'était vraiment moi. Mais comment est-ce physiquement possible? La voix m'a expliqué d'un point de vue technique. Le temps n'est pas linéaire en présence d'une anomalie. Elle crée des boucles, des nœuds, des points d'intersection. Je me trouve dans l'une de ces boucles temporelles. Mon moi futur essaie d'avertir mon moi passé par la radio. Mais cela ne fonctionne jamais, parce que je reste toujours à la station. J'essaie toujours de comprendre et de résoudre l'énigme, et je meurs toujours le 16 mars. J'ai demandé d'une voix tremblante s'il y avait un moyen de briser cette boucle. La voix m'a répondu qu'il y avait un moyen. Il fallait détruire physiquement l'équipement dans le sous-sol technique. Alors, la connexion temporelle serait rompue pour toujours. L'anomalie perdrait son ancrage dans le temps et l'espace. Mais pour cela, il fallait trouver le laboratoire scellé. Il se trouve sous la station, dans le sous-sol technique. On y accède par une trappe métallique dans le sol du module de stockage numéro 2. La 9e nuit, je suis descendu dans le module de stockage numéro 2 avec une lampe. J'ai trouvé la trappe sous un tas de vieilles boîtes de conserve. Je l'ai ouverte avec beaucoup d'efforts. En dessous, il y avait un escalier métallique menant à l'obscurité du sous-sol. J'ai pris une lampe puissante et j'ai lentement descendu les marches grinçantes. Le laboratoire était petit, 3 pièces avec des drapeaux canadiens décolorés sur les murs. Au centre de la pièce principale se trouvait une machine dont la fonction était incompréhensible. Un bloc métallique massif avec des fils épais menant au sol en béton.
Sur le panneau de commande, un voyant rouge clignotait avec l'inscription « Actif ». L'équipement avait fonctionné pendant toutes ces années. Je suis remonté et j'ai allumé la radio dans la salle des communications. J'ai demandé d'une voix tremblante comment désactiver la machine en toute sécurité. La voix m'a répondu qu'il fallait couper le câble d'alimentation principal avec une pince coupante rouge, mais cela activerait le protocole militaire d'urgence de destruction. J'aurais exactement 10 minutes pour quitter la station et courir au moins 300 mètres. Ensuite, la machine exploserait avec une charge thermite. Elle était conçue pour détruire toutes les traces de l'expérience secrète. Je lui ai demandé pourquoi il ne l'avait pas fait lui-même plus tôt. La voix a répondu doucement. Il l'avait fait. Mais l'explosion l'avait tué. Il n'avait pas eu le temps de s'enfuir suffisamment loin en 10 minutes. La tempête avait bloqué la sortie. Il était désormais pris dans une boucle temporelle, essayant de corriger son erreur par radio. La 10e nuit, j'ai compris que j'étais pris au piège. Je ne pouvais pas détruire l'équipement, car cela me tuerait. Je ne pouvais pas quitter la station, car l'hélicoptère ne viendrait pas dans la tempête. Je ne pouvais pas simplement attendre, car la source se rapprochait chaque nuit. Les coordonnées indiquaient 174 km jusqu'à la station. J'ai demandé à la voix du futur s'il y avait un autre moyen. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, elle a dit qu'il y avait une option. Je pouvais essayer de la rencontrer à mi-chemin, sortir de la station et aller vers le nord, à la rencontre de la source du signal. Peut-être que si je la rencontrais loin de l'équipement, la boucle temporelle ne se refermerait pas. Peut-être que je pourrais l'arrêter physiquement. Je lui ai demandé qui elle était. La voix m'a expliqué le peu qu'elle savait. Il était scientifique dans cette station en 1977, le docteur Margaret Holloway, spécialiste en résonance magnétique. Elle travaillait avec l'équipement tous les jours. Un jour, elle n'est pas revenue d'une promenade dans la toundra. On l'a cherchée pendant 3 semaines. Son corps a été retrouvé à 40 km au nord, gelé dans la neige. Mais l'autopsie a révélé des choses étranges. Son corps était mort depuis 1 mois, alors qu'elle n'avait disparu que 3 semaines auparavant. L'heure du décès ne correspondait pas à l'heure de sa disparition. Après sa mort, des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Les techniciens ont vu la silhouette d'une femme aux fenêtres pendant la nuit. Ils ont entendu sa voix à la radio. Les équipements s'allumaient tout seuls. Le projet a été fermé 10 ans plus tard, mais elle est restée. Elle existe dans une boucle temporelle, répétant son dernier jour encore et encore. Et elle chasse ceux qui travaillent ici. La 11e nuit, j'ai commencé à me préparer à partir vers le nord. J'ai préparé un sac à dos avec des provisions, des conserves, de l'eau, un thermos de thé chaud, un sac de couchage, un réchaud à gaz. J'ai pris un GPS et des piles de rechange. J'ai enfilé une combinaison thermique et vérifié toutes les fermetures éclairs. La température extérieure était de moins 42 degrés. Le vent soufflait à 30 km/h. La tempête de neige s'intensifiait. J'ai allumé le récepteur une dernière fois. J'ai demandé à la voix ce que je devais faire quand je la rencontrerais. La voix a répondu qu'elle ne savait pas. Personne ne l'avait jamais rencontrée et n'avait survécu pour le raconter. Peut-être n'était-elle qu'une vision. Peut-être était-elle une entité physique. Peut-être n'existait-elle pas du tout et n'était-ce qu'une hallucination due à la solitude. J'ai éteint le récepteur et suis sorti de la station par le sas nord. Le froid m'a frappé comme un coup de marteau. Le vent essayait de me faire tomber. La visibilité n'était pas supérieure à 15 mètres à travers la neige. J'ai allumé ma lampe et je me suis dirigé strictement vers le nord à l'aide de ma boussole. Pendant les 2 premières heures, j'ai marché sur une toundra plate. La neige crissait sous mes bottes. Le vent hurlait dans mes oreilles, malgré mon épais bonnet. Je vérifiais le GPS toutes les 15 minutes. Les coordonnées de la source du signal se trouvaient à 160 km. Je marchais à une vitesse de 3 km à l'heure.
Il me faudrait plus de 50 heures pour y arriver. Je me suis arrêté au bout de 3 heures et j'ai installé un campement provisoire derrière une colline enneigée. J'ai allumé un réchaud à gaz et réchauffé du thé. J'ai mangé une boîte de viande en conserve froide. Je me suis glissé dans mon sac de couchage et j'ai essayé de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Je restais allongé et écoutais le vent. Et dans ce vent, je distinguais à nouveau un rythme semblable à des mots. 1 heure plus tard, j'ai entendu autre chose, des pas dans la neige, lents, réguliers. J'ai éteint ma lampe et je suis resté immobile. Les pas se rapprochaient. J'ai jeté un œil hors de mon sac de couchage. À 10 mètres de moi se tenait une silhouette, une femme vêtue d'une blouse de laboratoire blanche. Sa blouse flottait dans le vent, mais elle restait immobile. Elle avait de longs cheveux noirs, recouverts de givre. Son visage était pâle, presque bleu. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, comme ceux d'un mort. Elle me regardait droit dans les yeux. Je me suis figé. Elle alla fait un pas en avant, puis un autre. Lentement, mécaniquement. Je suis sorti de mon sac de couchage et je me suis levé. Elle s'est arrêtée à 5 mètres. Je lui ai demandé qui elle était. Il n'y avait pas de voix, seulement le vent. Elle a levé la main et a pointé vers le nord. Puis, elle s'est retournée et a commencé à marcher dans cette direction. Je suis resté là à la regarder s'éloigner dans la tempête. 1 minute plus tard, elle avait disparu dans la neige. J'ai rangé le campement avec des mains tremblantes et j'ai continué vers le nord. La 12e nuit, j'ai marché sans m'arrêter. Les coordonnées de la source indiquaient 147 km. Elle se déplaçait plus vite maintenant. 7 km par nuit. Je marchais à une vitesse de 3 km à l'heure. Je ne pouvais pas la rattraper. À l'aube de la nuit polaire, lorsque le ciel s'est légèrement éclairci, j'ai vu quelque chose devant moi. Une structure à l'horizon. Je me suis approché. C'était une vieille station, une base de recherche abandonnée, à moitié recouverte de neige. Les modules métalliques étaient rouillés et tordus. Les fenêtres étaient brisées. Je suis entré par la porte ouverte. Il faisait sombre et froid à l'intérieur. J'ai allumé ma lampe. Les murs étaient recouverts de givre. Sur la table se trouvaient de vieux documents, gelés et fragiles. J'en ai pris un. Le rapport était daté de février 1977. Station de recherche du champ magnétique numéro 3. Directrice, Dr Margaret Holloway. J'ai continué à avancer dans le couloir. Je l'ai trouvée dans la dernière pièce. Son corps gisait sur le sol, recouvert de neige et de glace. Une femme vêtue d'une blouse de laboratoire blanche, des cheveux foncés. Son visage était pâle et sans vie. Elle était morte ici depuis de nombreuses années, mais je l'avais vue vivante 1 heure auparavant. Elle m'avait indiqué le chemin pour venir ici. J'ai vérifié le GPS. Les coordonnées de la source du signal correspondaient à cet endroit. Je me tenais exactement à l'endroit d'où provenait le signal. J'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vivante. Elle me regardait avec des yeux vides. J'ai regardé le sol. Le corps était toujours là. 2 Margaret Holloway dans la même pièce, morte et vivante à la fois. Elle a parlé. Sa voix était douce, comme un murmure dans le vent. Elle m'a dit que je n'aurais pas dû venir ici. Cet endroit est hors du temps. Ici, le passé et le futur coexistent. L'équipement de la station numéro 7 a créé un lien entre les points dans le temps. Elle s'est retrouvée coincée dans ce lien lorsqu'elle est morte. Maintenant, elle existe à tous les moments à la fois. Je lui ai demandé pourquoi elle chassait les techniciens. Elle a répondu qu'elle ne les chassait pas. Elle essayait de les avertir. Tous ceux qui entendent le signal commencent à être attirés vers cet endroit. La boucle temporelle les attire. Ils viennent ici et meurent de froid. Ou ils font exploser l'équipement et meurent dans l'explosion. Elle essaie de les arrêter, mais cela ne fonctionne pas. La boucle se referme toujours. Je lui ai demandé comment briser la boucle.
Elle m'a répondu que c'était impossible. La boucle existe en dehors de toute causalité. Je suis déjà mort dans le futur. Je mourrai le 16 mars. C'est déjà arrivé. Ma voix à la radio le prouve. Je parle depuis le futur, où je suis déjà mort. J'ai refusé de croire. J'ai dit que je pouvais changer le futur. Je peux rester ici ou retourner à la station. Je peux faire un autre choix. Elle a secoué la tête. Elle a dit que tout le monde disait ça. Tout le monde essaie de changer les choses. Mais la boucle se referme toujours de la même manière. Je me suis retourné et j'ai couru hors de la station. Je me suis précipité dans la tempête et j'ai couru vers le sud, en direction de la station numéro 7. J'ai couru pendant 3 heures sans m'arrêter. Je suis tombé dans la neige, épuisé. Je suis resté allongé, respirant l'air froid. Puis j'ai entendu le bruit d'un moteur. Un hélicoptère est apparu dans la tempête. Il s'est arrêté au-dessus de moi et a commencé à descendre. La porte s'est ouverte. Un sauveteur en combinaison orange m'a tendu la main. Je l'ai saisi. On m'a hissé à l'intérieur. Le sauveteur m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai expliqué pour la station numéro 7, pour le signal, pour Margaret Holloway. Il était resté silencieux. Puis il m'a dit que la station numéro 7 avait été fermée 3 jours auparavant. Fermeture d'urgence. Tous les techniciens avaient bonté évacuer. Je lui ai demandé quel jour on était. Il m'a répondu. Le 16 mars 2024. Je me suis tu. J'avais perdu la notion du temps. Je pensais que seulement 2 semaines s'étaient écoulées. Mais 7 semaines s'étaient écoulées. J'étais dans la toundra depuis 7 semaines. Comment avais-je survécu? L'hélicoptère a pris la direction du sud, vers Cambridge Bay. Je regardais par la fenêtre le vide blanc en dessous. J'ai vu la station numéro 7 au loin. Ellis était en feu. De la fumée noire s'élevait dans le ciel. Le sauveteur m'a dit que la station avait explosé 3 jours auparavant. La cause était inconnue. Un technicien avait péri. Thomas Vincent Crowley. J'ai regardé mes mains. Elles étaient pâles et bleues. J'ai touché mon visage. Ma peau était froide comme de la glace. J'ai regardé le sauveteur. Il regardait à travers moi. Il ne me voyait pas. J'ai compris. J'étais mort 3 jours auparavant à la station numéro 7. J'avais fait exploser l'équipement et je n'avais pas eu le temps de m'enfuir. Ma voix à la radio était celle de mon futur moi, essayant d'avertir mon moi passé. Mais cela n'avait pas fonctionné. Je suis quand même allé au sous-sol. J'ai quand même fait exploser la machine. Je suis quand même mort. Maintenant, j'existe dans une boucle temporelle. Comme Margaret Holloway, je suis coincé entre 2 moments. Je vois le passé et le futur en même temps. Je me vois arriver à la station le 27 janvier. Je me vois écouter le signal la première nuit. Je me vois descendre au sous-sol et j'essaie de prévenir. J'émets un signal SOS par radio. Je parle de ma voix, essayant de m'arrêter. Mais cela ne fonctionne pas. La boucle se referme toujours de la même manière. J'arrive toujours. J'écoute toujours. Je meurs toujours. L'hélicoptère a atterri à Cambridge Bay. Les sauveteurs sont sortis. Je suis resté à l'intérieur. Personne ne m'a vu. Je me suis levé et je suis sorti par la porte ouverte. J'ai parcouru les rues de la ville. Les gens passaient à travers moi. J'étais un fantôme. Je suis retourné vers le nord. J'ai parcouru 200 km dans la toundra. Le temps n'avait plus d'importance. Je suis arrivé à la station abandonnée où Margaret Holloway était morte. Elle se tenait à l'entrée. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai compris. Nous étions désormais pareils, coincés dans la boucle, avertissant ceux qui viendraient après nous. Je suis entré dans la salle radio de la station. L'équipement fonctionnait encore. J'ai allumé l'émetteur. J'ai réglé la fréquence sur 32,4 MHz. J'ai commencé à émettre le signal. 3 courts, 3 longs, 3 courts. SOS. Puis les coordonnées. Les coordonnées de cet endroit. Chaque nuit, j'émets les coordonnées. Chaque nuit,
Elle se déplace de quelques kilomètres vers le sud, vers la station numéro 7. Quand le nouveau technicien arrive là-bas et entend le signal, j'essaie de l'avertir. Je parle avec sa voix. Je lui dis la vérité. Mais ça ne marche pas. Ils font toujours le même choix. Ils meurent toujours. Ils rejoignent toujours la boucle. Nous sommes le 23 octobre 2025. Un nouveau technicien commence à travailler à la station numéro 7. Il s'appelle Robert Evans. C'est sa première nuit. Dans 3 jours, il entendra le signal. Dans 1 semaine, il entendra sa propre voix. Dans 7 semaines, il mourra. Je transmets les coordonnées. 71 degrés, 43 minutes de latitude nord, 110 degrés 32 minutes de longitude ouest. Demain, ils se rapprocheront. Après-demain, encore plus. La boucle continue. La boucle ne s'arrête jamais.